Bienvenue sur Page à Page et merci d'être au rendez-vous pour un nouvel épisode. Le Petit Prince, c'est un court roman sur l'amitié et l'amour. Si l'intrigue de ce livre est centrée sur un pilote et un petit prince à la soif d'aventure, son message et son enseignement sont beaucoup plus profonds. C'est pourquoi le livre a rapidement connu le succès et a rejoint la liste des classiques de la littérature française. Les statistiques affirment d'ailleurs qu'il s'agit de l'un des romans les plus vendus de l'histoire, avec plus de 140 millions d'exemplaires écoulés à travers le monde. L'œuvre présente ainsi de nombreux avantages, dont celui de compter moins de 100 pages, 96 pour être exact. Il s'agit donc d'une lecture rapide, mais pas forcément facile. Avec ce résumé du Petit Prince, vous comprendrez très bientôt pourquoi. Le livre est divisé en 27 chapitres. Dans le premier, le narrateur nous raconte que lorsqu'il était enfant, il a fait un dessin d'un python qui avait mangé un éléphant. Pour lui, c'était clair, mais les adultes l'ont interprété comme un chapeau, ce qui l'a déçu. Pour corriger l'erreur, il a ajouté un éléphant dans le ventre du serpent. Mais on lui a simplement conseillé d'arrêter de dessiner. Alors désormais adulte, en tant que pilote, il montre son dessin d'enfant à tous ceux qu'il croise. Et tout le monde continue de penser qu'il s'agit d'un chapeau. L'idée principale de ce premier chapitre du Petit Prince, c'est que les apparences peuvent être trompeuses. Au chapitre suivant, le narrateur raconte qu'il y a quelques années, lors d'un vol, il a été victime d'une panne de moteur qui l'a contraint à atterrir dans le désert du Sahara. Là, il a rencontré un petit prince qui lui a demandé de dessiner un mouton. Le pilote, surpris, a décidé de dessiner le boa de son enfance, mais le petit prince a rejeté son dessin en lui disant qu'il avait demandé un mouton et non pas un serpent qui avait mangé un éléphant. Surpris, le protagoniste a fini par lui dessiner 3 moutons. Mais là encore, son croquis n'a pas convaincu son nouvel ami. Alors au chapitre 3, le protagoniste explique au petit prince qu'il est tombé du ciel, ce à quoi le prince répond que lui aussi est tombé du ciel. L'enfant viendrait donc d'une autre planète. Et au chapitre suivant, le pilote croit que la planète d'où vient le prince est en fait l'astéroïde B612. Il explique que cet astéroïde a été découvert par un astronome turc. Le narrateur s'adresse directement aux adultes qui vont lire son histoire et apporte de nombreux faits scientifiques sur les astéroïdes. Il souligne que s'il ne le fait pas, personne ne le croira, car lorsque nous grandissons, les gens ne s'intéressent plus qu'aux faits et aux chiffres. Au chapitre 5, le petit prince explique que sur sa planète, la tâche la plus importante qu'il doit accomplir, c'est de déraciner les baobabs. Au départ, il s'agit de petites tiges qui deviennent rapidement de grands arbres. Il souhaite utiliser le mouton que le pilote lui a dessiné pour l'aider à enlever les mauvaises herbes avant qu'il ne soit trop tard. Le chapitre 5 du Petit Prince nous apprend ainsi que la prévoyance est importante. Si nous savons que quelque chose de mal peut arriver, nous devons nous efforcer de l'éviter. C'est là la signification des baobabs, le mal évitable. Au chapitre 6, au matin du 4e jour, le Petit Prince raconte au pilote qu'il adore regarder les couchers de soleil. Il l'invite à en admirer un ensemble. Le protagoniste l'avertit que sur Terre, les couchers de soleil ne se produisent que le soir, mais le garçon lui explique que ce n'est pas le cas sur sa planète. Elle est si petite qu'on peut y observer les mouvements du soleil à toute heure et regarder le soleil se coucher tout le temps. Le lendemain, au chapitre 7, le Petit Prince demande avec insistance si les moutons dessinés mangent des fleurs ou seulement de l'herbe. Le pilote ne fait pas attention car il est occupé à réparer son avion. Son ami lui reproche alors de n'être qu'un autre adulte qui oublie ce qui est vraiment important. Cela rappelle au narrateur un homme qu'il a connu, obsédé par son travail et qui n'appréciait pas les belles choses de la vie. Après cette réflexion, nous en apprenons plus sur le Petit Prince. Apparemment, sur sa planète, il y a une fleur avec des épines qu'il ne veut pas que les moutons mangent. Au chapitre 8, nous apprenons que la fleur du Petit Prince est différente des autres fleurs de la planète. Elle demande beaucoup de soins et oblige le prince à construire des éléments de protection rien que pour elle. Les réprimandes constantes ont fatigué le prince qui a fini par abandonner la fleur et partir en voyage. Et à partir du chapitre 9, nous découvrons le déroulement de ce voyage du Petit Prince. Il a quitté sa planète avec quelques oiseaux migrateurs. Lorsqu'il a pris congé de la fleur, celle-ci s'est excusée auprès de lui, mais le Petit Prince avait pris sa décision. Et attristé, il est parti. Au chapitre 10, après avoir quitté sa planète, le Petit Prince a traversé plusieurs astéroïdes. Sur le premier d'entre eux, il a rencontré un roi absolutiste qui pensait que tout était sous son commandement. Le garçon lui a demandé, en admettant que l'univers entier lui obéissait, de faire se coucher le soleil. Le roi était incapable de le faire, mais a refusé de l'admettre.
Au chapitre 11, sur le 2e astéroïde, le prince a rencontré un homme cupide, obsédé par l'idée d'être le meilleur et le plus beau. Le garçon prétendait qu'il l'était, car il n'y avait pas d'autre personne sur la planète avec qui se comparer. Et puis au chapitre 12, la prochaine rencontre se fait avec un alcoolique qui avoue boire pour oublier la honte de boire. L'enfant, comme le petit prince, reste dans l'excentricité de la situation. Cependant, en tant qu'adulte, nous comprenons la critique qui consiste à ne pas reconnaître le problème et à essayer de le dissimuler. Au chapitre 13, le petit prince se retrouve maintenant avec un homme d'affaires. Il est tellement concentré sur sa tâche qu'il écoute à peine son visiteur. Finalement, il lui explique qu'il compte les étoiles. Selon lui, elles lui appartiennent toutes. Lorsqu'il en aura le nombre exact, il l'écrira sur un bout de papier et l'apportera à la banque, cherchant ainsi à rendre son entreprise plus prospère. En tant qu'adultes, nous comprenons qu'il s'agit là d'une référence à l'argent. Nous sommes obsédés par l'idée de le compter, d'en avoir de plus en plus et de pouvoir ensuite dire que nous l'avons et qu'il est à la banque. Ce que nous ne faisons pas, c'est de profiter de ces autres choses que nous verrions si nous regardions ailleurs. Au chapitre 14, le personnage suivant est le seul à laisser une bonne impression au jeune prince. Il s'agit de l'homme lanterne. Sa tâche consiste à allumer et à éteindre une lumière lorsque le jour et la nuit arrivent. C'est un travail difficile car l'alternance entre les deux moments est constante et très rapide. Il n'y a donc pas de pause ni de fin. C'est admirable pour le petit prince qui apprécie que cet homme fasse quelque chose pour les autres et pas seulement pour lui-même. Au chapitre 15, la planète suivante que le prince visite est la plus grande de toutes. Il y rencontre un géographe qui lui parle d'océans, de mer et de montagnes. Il avoue cependant n'avoir jamais vu aucune de ces choses. Sa mission est seulement de les étudier, pas de les visiter. Le petit garçon lui parle alors de sa planète et de sa fleur, mais le géographe lui répond que les fleurs sont éphémères et ne l'intéressent pas. Du point de vue de l'adulte, cette rencontre nous parle de la fausse illusion de la connaissance. Nous nous concentrons sur la connaissance des noms, des chiffres, des histoires, mais la réalité c'est que nous ne savons pas. De plus, nous n'étudions que ce qui nous intéresse et passons ainsi à côté de nombreuses autres réalités. Finalement, au chapitre 16, sur les conseils du géographe, le petit prince décide d'aller sur Terre. Et au chapitre suivant, le narrateur s'adresse à nous, lecteurs, et nous fait réfléchir sur le rôle de l'homme sur la Terre. Nous sommes effectivement nombreux, mais très peu par rapport à l'immensité de la planète que nous occupons. Pour en revenir à l'histoire du petit prince, on nous dit qu'en arrivant sur Terre, il a rencontré un serpent. Celui-ci lui a dit que s'il voulait rentrer chez lui, il n'avait qu'à se laisser mordre. Pour un enfant comme le prince, cela était parfaitement logique, ce qui nous amène, nous, adultes, à nous demander pourquoi cela nous semble illogique à nous. Et finalement, au chapitre 18, le prince rencontre une fleur qui n'a que 3 pétales. Il lui demande comment il peut atteindre la civilisation, et la fleur lui répond qu'il peut se joindre à une caravane de nomades qui passe de temps en temps. Les gens qui s'y trouvent n'ont pas de lieu fixe où s'enraciner. Puis au chapitre 19, le petit garçon rencontre une grande montagne, ce qui le surprend car les volcans de sa planète ne lui arrivent qu'aux genoux. Lorsqu'il la franchit, il atteint un immense désert. Lorsqu'il parle, il reçoit un écho, mais il pense qu'il s'agit des habitants qui répètent tout ce qu'il dit. Il trouve cela étrange et met cela sur le compte du manque d'imagination des habitants. Et puis au chapitre 20, le petit prince pleure en découvrant un jardin rempli de fleurs comme la sienne, ce qui le fait se sentir petit et insignifiant. Il reconnaît également que sa fleur serait la première à être gênée de voir qu'elle n'est pas la seule comme elle le croyait. Le chapitre 21, qui vient ensuite, est le chapitre le plus important et le plus long du livre, qui nous laisse avec de nombreux enseignements en tant qu'adulte et en tant qu'enfant. Le petit prince rencontre ici un renard. Il demande au renard d'être son ami et de lui apprendre des choses. Le renard lui répond que ce n'est pas possible, que l'amitié ne s'achète pas et ne se crée pas du jour au lendemain, qu'il faut y consacrer du temps et apprivoiser l'autre. L'animal explique que les gens n'ont plus d'amis précisément pour cette raison, parce qu'ils ne passent pas de temps avec eux. Le renard promet d'apprendre au petit prince à l'apprivoiser, mais le prévient qu'il doit être patient. Chaque jour qu'il passe, le renard se rapproche un peu plus de lui. Cependant, un jour, le garçon décide de partir et de poursuivre son chemin. Loin de considérer ce départ comme une trahison, l'animal lui dit qu'il ne regrette pas de s'être laissé apprivoiser. Il lui explique également que, bien qu'ils ne s'en rendent pas compte, ils ont tous les deux beaucoup appris. En retournant voir le champ de fleurs, le petit prince comprend alors tout. Les fleurs sont les mêmes que celles de sa planète, mais la sienne est particulière. Avec elle, il a créé un lien. Sachant cela, il retourne vers le renard, qui énonce l'une des citations les plus célèbres de l'histoire. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux.
Au chapitre 22, après avoir dit au revoir au renard, le petit prince rencontre et discute avec un conducteur d'engin. Celui-ci explique que son travail consiste à conduire le véhicule et à transporter des passagers. Mais il lui explique également qu'aucun des passagers du train ne sait où il va ou ce qu'il cherche. Au lieu de ça, il passe la majeure partie du voyage à bâiller et à être mécontent de l'endroit où il se trouve. La seule exception, ce sont les enfants, qui regardent par la fenêtre et ont la chance de savoir ce qu'ils veulent. Dans ce chapitre, le train est une métaphore de la vie et de la monotonie. Beaucoup ne font rien pour changer leur routine, laissant aux autres le soin de décider pour eux et se comportant comme des automates. Au chapitre 23, le prochain personnage que le petit prince rencontre est un vendeur de pilules contre la soif. Ces pilules permettent de gagner près d'1 heure par semaine car elles évitent d'avoir à aller boire de l'eau. Encore une fois, il s'agit d'une métaphore de la précipitation et de notre obsession à ne pas perdre de temps. Ce qui nous amène au chapitre 24 qui nous permet de revenir au point de rencontre entre l'aviateur et le petit prince, le Sahara. Le garçon a déjà raconté toute son histoire et le pilote l'écoute depuis des jours. Ensemble, maintenant qu'ils n'ont plus d'eau et que le moteur n'est toujours pas prêt, ils décident de partir à la recherche d'un puits. Le soir, alors qu'il s'assoit pour se reposer, le petit prince réfléchit à la beauté des étoiles. Lorsqu'il s'endort, l'aviateur le prend dans ses bras et continue à marcher à la recherche d'eau. C'est alors qu'il se rend compte que son compagnon de voyage est aussi beaucoup plus que ce qu'il voit. À l'intérieur de son petit corps, il y a beaucoup de lumière et beaucoup d'amour. Enfin, il tombe sur le puits tant recherché. Et au chapitre 25, l'eau de ce puits a un goût particulier, précisément parce qu'ils ont travaillé dur pour l'obtenir et qu'ils veulent l'apprécier. Cela amène le petit prince à réfléchir sur le fait que nous ne trouvons pas toujours ce que nous cherchons parce que nous ne nous arrêtons pas pour l'apprécier. Si nous le faisions, nous nous rendrions compte qu'une gorgée d'eau ou qu'une rose suffisent. Le petit prince explique à l'aviateur qu'ils sont revenus à l'endroit où il a atterri et qu'il veut y rester pendant que l'autre retourne réparer son moteur. Le pilote ne comprend pas très bien pourquoi, mais il se doute que cela a à voir avec la tristesse et la peur. Au chapitre 26, le lendemain, le pilote revient à l'endroit où il a laissé le petit prince pour lui annoncer qu'il a enfin réparé le moteur. Il le retrouve au même endroit, en train de parler au serpent. Pensant que le serpent veut tuer le petit garçon, il lui tire dessus, mais l'animal s'échappe. Lorsqu'il s'approche du petit prince, celui-ci lui dit qu'il sait déjà que son moteur est réparé et qu'il rentre lui aussi à la maison. Cela fait 1 an qu'il est descendu sur Terre et sa planète sera bientôt à nouveau proche et il lui sera possible de l'atteindre. Le pilote est triste et son ami aussi, car ils devront se dire au revoir. Mais le petit prince lui dit que lorsqu'il lui manquera, il n'aura qu'à regarder les étoiles. Dans l'une d'elles, il sera en train de lui sourire. Le garçon demande à l'aviateur de partir avant l'arrivée du serpent, car il ne veut pas que celui-ci voie comment le serpent l'aide à rentrer chez lui. Le pilote ne se laisse pas facilement convaincre et finit par suivre son ami jusqu'à sa rencontre avec l'animal. Là, le serpent attrape le petit prince et celui-ci disparaît. Enfin, au 27e et dernier chapitre, le pilote revient au moment présent. Il nous dit que c'est la première fois qu'il parle de son ami le petit prince. Il soupçonne qu'il a réussi à rentrer chez lui car on n'a jamais retrouvé de corps dans le désert. Il avoue aussi que la nuit, il entend un rire venant des étoiles. L'aviateur n'est pas sûr de ce qui est advenu le petit prince, mais ce qu'il sait, c'est que leur amitié demeure. Et c'est ainsi que se termine l'histoire, et comme nous l'avons déjà compris, les significations des personnages du Petit Prince soulèvent de nombreuses questions chez les lecteurs. Il s'agit en réalité de grandes métaphores. Le Petit Prince, pour commencer, est un petit garçon dont on sait, d'après les illustrations, qu'il porte une cape et une épée. Pourtant, la principale caractéristique du Petit Prince, c'est qu'il pose beaucoup de questions, et que pour son jeune âge, il a un caractère philosophique. D'après les descriptions qu'il fait de sa planète, nous comprenons qu'il est encore très innocent. On peut donc dire que l'identité du Petit Prince est celle d'un enfant plein d'amour, désireux d'explorer le monde. Son but, c'est d'apprendre le plus possible et de tout découvrir avec curiosité, gentillesse et respect. Son regard innocent et son cœur sont ses guides, contrairement aux adultes qu'il rencontre et qui ne voient que ce que leurs yeux veulent voir. Et puis, il y a également le renard, qui est celui qui transmet le plus de connaissances au Petit Prince. Des métaphores de la philosophie et de la psychologie, ainsi que des apprentissages sur le développement personnel. Par exemple, en s'apprivoisant mutuellement, le renard lui apprend à créer une relation et un lien unique. Ainsi, l'amitié entre les deux personnages est basée sur la confiance et le respect. L'une des choses que nous apprenons sur le renard, outre le fait que sa personnalité soit calme et solitaire, c'est que son jour préféré, c'est le jeudi. En effet, c'est le seul jour où les chasseurs sont en vacances et lui permettent de se reposer. Pour ce qui est de la fleur que le Petit Prince a trouvée sur sa planète, elle est unique et très spéciale.
Le protagoniste prend soin d'elle avec amour, malgré ses nombreuses exigences. Et en effet, avant que le petit prince ne comprenne la valeur de l'amitié, la relation avec sa Rose était un peu toxique. La Rose était égoïste et capricieuse. Par exemple, elle demandait au petit prince un paravent et un ballon pour la protéger du vent. Elle ne se rendait pas du tout compte de tout ce que son ami faisait pour elle et ne le réalise que lorsqu'il décide de partir. C'est alors que la Rose dit au petit prince « J'ai été idiote, je vous demande pardon, essayez d'être heureux », reconnaissant ainsi son erreur et acceptant l'adieu même s'il fait mal. La relation se détériore encore plus lorsque le petit prince voit les autres roses. Il se sent alors trompé et triste car il pense que sa Rose n'a rien d'exceptionnel. Il avait toujours pensé, et la Rose elle-même le lui avait assuré, qu'elle était la seule et que cela la rendait spéciale. Et malgré tout, comme le souligne le renard, la relation entre la Rose et le petit prince sera toujours spéciale. Une chose est spéciale en raison de l'amour que nous lui portons, et non en raison de son apparence physique. La Rose a donc de nombreuses significations dans le Petit Prince. Elle représente l'amour pur et l'innocence, et en même temps elle reflète l'empathie et le besoin de comprendre, de respecter, de protéger et d'admirer l'imperfection. Quant au serpent, il est non seulement le premier personnage que le Petit Prince rencontre sur Terre, mais c'est aussi celui qui peut le ramener à la maison lorsqu'il se sent le plus seul. Le bois représente la tentation. Le protagoniste la rencontre au moment où il se sent le plus seul, et d'une certaine manière, le serpent semble vouloir en profiter. C'est pourquoi il lui dit que s'il le laisse le mordre, il pourra retourner sur sa planète. Mais il représente aussi la solitude, car le petit prince ne lui fait pas tout à fait confiance et continue à se sentir seul, même en sa présence. Et en parallèle des personnages, nous pouvons également constater que les dessins sont très importants. Ils sont en effet lourds de sens. Le dessin de l'éléphant, par exemple, montre à quel point il peut être trompeur de tout interpréter avec nos seuls yeux. Se fier uniquement aux apparences, comme le font les adultes lorsqu'ils voient l'image du boa et de l'éléphant, signifie que nous pouvons nous tromper et ne pas comprendre les autres. Le mouton, c'est l'image que le petit prince demande au pilote de dessiner. Il représente son besoin d'un ami, mais il représente aussi un danger, celui de manger sa Rose. Il s'agit en fait d'une réflexion sur la façon dont l'amitié peut parfois nous blesser. Quant au chapeau, il représente la mauvaise interprétation que les adultes font de l'image du boa et de l'éléphant. Il montre une fois encore à quel point les apparences peuvent être trompeuses. De manière générale, on peut dire que la lecture du Petit Prince est importante pour les leçons qu'elle enseigne sur l'amour et l'amitié. En outre, chacun des personnages nous fait réfléchir sur les attitudes que nous avons dans notre vie d'adulte, où nous sommes plus occupés à compter de l'argent qu'à regarder ce qu'il se passe autour de nous. Malgré le fait que de nombreuses personnes le considèrent comme une lecture enfantine, Le Petit Prince n'est pas un livre pour enfants. Le génie de Saint-Exupéry, c'est précisément d'avoir créé une histoire compréhensible pour les enfants et les adultes. Tandis que le public enfantin s'identifiera pleinement aux idées et aux sentiments du Petit Prince, le public adulte sera capable de se connecter à son propre moi enfantin. Le Petit Prince est incontournable parce qu'il nous offre une main tendue vers l'avenir, vers une vie plus unique, où l'on se préoccuperait des choses vraiment importantes, celles qui sont invisibles à l'œil mais pas au cœur. L'œuvre est donc une ode à l'enfance, qui bien qu'elle passe dans le temps reste toujours en nous. Le tout c'est de ne pas l'oublier et de retrouver une vision innocente de la réalité. La grande morale finale du roman Le Petit Prince reste la valeur de l'amitié. Grâce à sa relation avec le renard et la Rose, le protagoniste se rend compte de l'importance des amis. Cela se fait sur la base du respect mutuel, même pour les imperfections, de la confiance et de l'attention. Cette morale s'étend au fait que chaque personne avec laquelle nous entrons en contact dans la vie nous apporte quelque chose. Nous pouvons être différents, comme c'est le cas du Petit Prince avec les personnages qu'il rencontre, tels que le roi ou le Cupide, mais nous devons apprécier chaque amitié pour ce qu'elle est, et s'éloigner de celle qui ne nous apporte rien de bon en recueillant les leçons qu'elle nous laisse. D'autre part, nous apprenons ici que le matériel n'a pas d'intérêt réel. Ce que nous voyons avec nos yeux peut être trompeur et nous donner une fausse idée de notre valeur. Or, ce qui n'est pas devant nous, ce qui est invisible à l'œil, là est la vraie richesse. Le livre nous donne ainsi les clés pour apprendre à regarder avec le cœur. Et c'est tout pour cet épisode dédié au Petit Prince de Saint-Exupéry. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour aller un peu plus loin ou acquérir le livre, vous trouverez ci-dessous dans la description tous les liens associés. N'hésitez pas également à noter notre programme avec la note maximale et à nous suivre pour ne rien rater de nos futurs contenus, toujours sur tonlivre.fr. Merci et à très bientôt avec un nouveau livre.